Bonjour. Nous allons donc aujourd'hui aborder le dernier cours de cette série et dans lequel nous allons parler essentiellement d'un concept nouveau, de la létalité synthétique qui a été particulièrement développé ces dernières années dans le domaine du cancer et parler également de manière assez extensive des relations entre mutations P53 et réponse au traitement ou non-réponse au traitement. Et puis nous terminerons en vous exposant les grandes lignes d'un projet qui est en train d'être lancé à l'hôpital Saint-Louis et dans lequel nous proposons de pouvoir arriver à mesurer en temps réel finalement ce qui se passe réellement dans les cellules leucémiques pendant la chimiothérapie. Donc, nous avions conclu le dernier cours avec cette observation que des défauts de réparation et principalement les défauts de recombinaison homologue caractérisent certaines formes de tumeurs, en particulier ces tumeurs survenant en lien avec des mutations BRCA1 ou BRCA2 qui sont associées à une meilleure réponse à différents agents induisant des cassures de l'ADN. Et nous avions vu que ceci était lié à un défaut de la recombinaison homologue. Et ceci concerne les alkylants, les anthracyclines et les inhibiteurs de topoisomérase 2, molécules qui ont tout en commun d'induire des adduits protéines ADN ou d'induire des cassures dans la molécule d'ADN double brin. Et ceci, bien entendu, cette dépendance des voies de réparation et en particulier de la réparation par recombinaison homologue, souligne le rôle essentiel des dommages à l'ADN et des différentes modalités de réparation de ces dommages dans la réponse à la chimiothérapie chez l'homme. Nous avions vu également assez rapidement qu'on commence à connaître des facteurs qui vont sensibiliser ou être au moins associés statistiquement à une meilleure réponse à ces agents. Et nous avions vu la protéine SLFN11, dont nous avions vu qu'elle stabilisait les fourches de réplication et que ces fourches de réplication stabilisées étaient plus fragiles et donc allaient servir, allaient permettre les cassures double brin dans ces modèles. Et il pourrait y avoir, et ceci encore, ce sont des travaux assez récents qui sont encore donc en voie d'exploration, un lien avec la signalisation interféron. En effet, cette protéine SLFN11 est une cible majeure de la signalisation par l'interféron. Et il y a donc en fait de multiples recoupements entre réponse à la chimiothérapie et signalisation interféron, soulignant donc le fait que ceci pourrait être direct ou indirect. Et donc, ceci va servir de prélude, en fait, à des travaux qui ont eu un énorme retentissement, à la fois par leur élégance mécanistique et par les implications thérapeutiques qu'ils ont pu avoir, qui cherchaient, au fond, à faire le chemin en sens inverse, puisque là, vous avez vu que ces médicaments, les alkylants, les anthracyclines, les inhibiteurs de topoisomérase 2, en gros, existent depuis une cinquantaine d'années. Et c'est après une cinquantaine d'années qu'on a réalisé qu'au fond, ils étaient beaucoup plus efficaces dans ces tumeurs pour lesquelles la réparation de l'ADN est défectueuse, et en particulier pour ces tumeurs avec des défauts de la voie de recombinaison homologue. Et donc, une approche qui a été prise à partir de la première décennie des années 2000 était de chercher à faire le chemin en sens inverse et donc de trouver des molécules qui, a priori, pourraient être plus efficaces dans ce type de tumeur. Alors, cette idée est appelée létalité synthétique, et c'est une idée, c'est un concept qui est un concept bien établi en génétique, et en particulier dans de la génétique formelle comme la génétique de levure, et donc qui part du concept que dans une cellule normale, on va avoir deux gènes A et B qui sont en interaction, qu'on peut avoir une mutation de A ou une mutation de B, et que cette mutation ne va pas avoir d'effet phénotypique, ce qui est traduit dans ce schéma par le fait que la cellule est toujours ronde pour dire qu'elle est heureuse. On peut avoir également une surexpression de A et pas de B.
Mais si on a une situation où on va muter à la fois le gène A et le gène B, ou alors utiliser des inhibiteurs qui vont bloquer la fonction du gène B alors que le gène A est muté, à ce moment-là, on va avoir ce phénomène de létalité synthétique, traduit ici par le fait que cette cellule a la forme d'une cellule qui ne va pas bien et qu'elle va mourir. Donc l'idée est qu'on peut toucher à A ou on peut toucher à B, mais en tous les cas, on ne peut pas toucher à A et à B en même temps, et que si on touche à A et à B en même temps, eh bien à ce moment-là, la cellule va mourir. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire ce concept général dans le domaine du cancer? Eh bien, c'est ce qui vous est représenté sur cette autre partie de la diapositive. Vous avez là, rappelez-vous qu'en matière de cancérologie, le concept fondamental, c'est le concept d'index thérapeutique, c'est-à-dire c'est être plus nocif, plus violent sur les cellules cancéreuses que sur les cellules normales. Et donc, vous avez ici une cellule normale avec ces deux gènes, A et B, et puis la cellule cancéreuse qui va être mutée sur le gène A. Et donc l'idée, c'est que si A et B entretiennent des relations de létalité synthétique, eh bien à ce moment-là, l'inactivation de B dans la cellule cancéreuse va avoir un rôle, alors que l'inactivation de B dans la cellule normale, puisque le gène A est intact, n'aura aucun effet. Et ceci peut être conditionné à des traitements comme des conditions de stress, et on peut donc imaginer que sous stress, qui peuvent être du stress hypoxique, du stress oxydant, du stress métabolique, eh bien, ces cellules qui vont avoir la double inactivation de A et de B, et qui sont cancéreuses, puisqu'elles sont violettes, vont mourir. Ou alors, une autre variante est que, en réponse à des agents cytotoxiques, et typiquement des agents capables d'endommager l'ADN, comme les molécules que nous avons vues dans les cours précédents, eh bien, en présence d'une double inactivation de A et de B, la cellule cancéreuse va mourir, alors que la cellule normale, elle, tiendra le coup. Et donc, la principale voie sur laquelle ceci a été étudié, c'est une voie biochimique qui s'appelle la poly-ADP ribosilation, ou PARP en abrégé, et qui est une voie en fait amorcée par des cassures de l'ADN. Et donc, quand on va avoir une cassure de l'ADN, on va recruter au site de cassure de l'ADN ces enzymes, et ces enzymes vont être des enzymes de modification des protéines, et qui vont induire ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles sur les protéines. Et ces modifications post-traductionnelles, c'est en fait l'ajout d'un dérivé de nucléotides, d'ADP, d'ADP-ribose. Et donc, cette cascade enzymatique va permettre de fixer ça marche pas très bien ça, de fixer sur ces protéines acceptrices situées au voisinage du point de cassure de l'ADN ces grandes chaînes de poly-ADP-ribose. Alors, à quoi est-ce que cela sert? Eh bien, cela va servir à changer la structure chromatinienne au voisinage du point de cassure, entre autres à travers des modifications des histones, mais aussi d'autres protéines. Et ceci, donc, au voisinage du point de cassure de l'ADN, va permettre un changement de conformation de cet ensemble ADN-protéines, ce changement de conformation étant bien sûr le prélude à la réparation et étant une condition nécessaire à la réparation et au recrutement des enzymes impliquées dans la réparation de cette cassure. Et donc, des inhibiteurs ont été développés contre cette famille d'enzymes, et ces inhibiteurs vont effectivement empêcher le renouvellement, la réparation de ces cassures, ici représentée une cassure simple brun. Et donc, en présence de l'inhibiteur, en fait, le complexe PARP inhibiteur va être fixé, séquestré au niveau du point de cassure. Et au fond, de manière tout à fait analogue à ce que nous avons vu dans le cours précédent, cette fixation de ce complexe protéine inhibiteur sur l'ADN va bloquer la fourche de réplication, et ce blocage de la fourche de réplication, eh bien, va être soit réparé par un mécanisme de recombinaison homologue, conduisant à la réparation donc, de la lésion,
soit, s'il n'y a pas de combinaison homologue possible, eh bien, on va avoir mort cellulaire. Donc, vous voyez un schéma qui reprend exactement le schéma que nous avons exposé dans le cours précédent. Et donc, ce mécanisme, finalement, de fixation, de séquestration de ce complexe inhibiteur protéique au niveau de l'ADN et au niveau des points de cassure va agir comme un inhibiteur des mécanismes normaux de progression de la réplication et conduire à des cassures d'ADN. Alors, comment est-ce que ceci se décline dans le cadre du cancer? Eh bien, d'une manière tout à fait similaire à ce que nous avons vu dans le cours précédent. Et donc, on va avoir les cellules normales qui sont compétentes pour la recombinaison homologue, qui vont donc être capables de réparer ces dégâts. Et puis, dans le cas de cellules qui ont perdu la fonction de ces protéines essentielles à la réparation que sont BRCA1 et BRCA2, et je vous rappelle donc que cette situation s'observe dans des tumeurs héréditaires du sein ou de l'ovaire, également de la prostate, donc dans des familles prédisposées, eh bien, on n'a plus de recombinaison homologue, et donc on va avoir des cassures massives. Ces cassures massives vont être à l'origine de l'effet thérapeutique, par élimination donc des cellules cancéreuses. Et donc cette stratégie a été implémentée avec succès, on va voir, dans des tumeurs avec inactivation prouvée de BRCA1 ou de BRCA2, donc tumeurs, encore une fois, survenant dans un contexte familial. Et certaines études suggèrent qu'il existe des situations où, en l'absence de mutation de BRCA1 ou de BRCA2, donc en l'absence de caractère familial démontré, on peut avoir également des défauts des voies de réparation par recombinaison homologue. Et il y a des suggestions dans la littérature qu'avec ces défauts de recombinaison homologue, non liés à des mutations dans ces protéines maîtresses, on va avoir également un effet thérapeutique. La difficulté, comme je le souligne ici, c'est que la mise en évidence de ces défauts de recombinaison dans un contexte clinique, enfin de ces défauts de capacité de recombinaison dans un contexte clinique n'est pas facile. Et donc, en gros, ces patients ne sont pas faciles à identifier. Alors, au départ, l'une des idées, quand ce type de traitement a été promu par des collègues, en particulier à Londres, c'était d'utiliser ces médicaments en synergie avec des médicaments qui allaient induire du DNA damage, donc avec de la chimiothérapie standard. Et puis en fait, on s'est aperçu que c'était beaucoup trop toxique. Et finalement, actuellement, c'est plutôt vers des stratégies d'entretien que l'on se dirige, encore qu'il y a beaucoup d'études en ce moment pour savoir comment est-ce qu'on peut utiliser et optimiser ces composés. Alors, comme vous le montre déjà ce schéma, il y a des possibilités d'échappement à ces stratégies d'inhibition de la fonction des PARP. Et on verra qu'il existe, et ça a déjà été documenté au niveau clinique, des mécanismes d'échappement qui tiennent à la restitution des fonctions de recombinaison homologue, démontrant bien par là même que c'est ce défaut de réparation de l'ADN qui est à l'origine de la toxicité, de la mort de ces cellules cancéreuses. Alors juste une courbe de survie, des travaux assez récemment publiés dans New England Journal of Medicine, montrant donc l'effet d'inhibiteurs de PARP après un traitement par le cisplatine chez des patientes ayant eu une tumeur de l'ovaire avec mutation de BRCA1 ou BRCA2. Donc là, on est vraiment dans la situation parfaite, si j'ose dire, bien établie. C'est-à-dire qu'on a eu une réduction, on sait que la tumeur est déficiente pour la réparation et déficiente pour la recombinaison homologue. On sait que ces patients ont déjà reçu du cisplatine qui a fait fondre la tumeur. Malheureusement, comme on l'a vu, c'est une maladie dans laquelle il y a beaucoup de rechutes. Et vous voyez que ces rechutes spontanées, qui sont ici représentées dans la courbe sans traitement, sont fortement diminuées par un traitement par des inhibiteurs de PARP, démontrant donc l'intérêt de ces molécules dans le traitement d'entretien post-chimiothérapie
de cette maladie. Donc une démonstration extrêmement importante, mais dont vous voyez qu'elle est encore assez récente. Et on est encore en train d'essayer de comprendre les meilleures situations cliniques, les meilleures associations dans lesquelles on peut utiliser ce type de molécules. Donc malheureusement, il y a des résistances et vous ne serez pas étonné de voir que ces résistances sont liées, un peu comme dans le cours précédent, eh bien, à une récupération de la fonction de BRCA1. Donc sous pression de sélection, en présence d'inhibiteurs de PARP, on va observer des effacements de mutations, des délétions en phase. C'est assez fatigant ce bouton qui ne marche pas, ou alors une réexpression forte de BRCA1 à travers une déméthylation du promoteur, tout ceci allant concourir à une récupération de la protéine BRCA1, une récupération des fonctions de réparation et une réparation donc des voies de réparation homologues. Alors, il y a d'autres voies également qui ont été décrites, en particulier des pertes d'une protéine qui s'appelle 53BP1, qui est impliquée dans la reconnaissance, la fixation des points de cassure. D'autres mécanismes ont été décrits, en particulier cette protéine MRE11 qui participe là aussi à la réparation au voisinage des lésions et des points de cassure. Et puis on retrouve également dans les facteurs de résistance la perte de cette protéine SLNF11 dont on a parlé dans le cours précédent. Là aussi, la perte de cette protéine a été associée à la résistance au traitement. Alors, vous constatez donc que les bases moléculaires de la résistance aux inhibiteurs de PARP sont finalement assez similaires à ce qui avait été décrit avec les alkylants ou les inhibiteurs de topoisomérase, donc traduisant le fait qu'on est bien dans une problématique qui fait appel à la réparation de l'ADN, à la réparation par recombinaison homologue. Pour l'instant, la situation clinique la plus claire dans laquelle on peut utiliser ces molécules, c'est justement la seconde ligne après les traitements par des alkylants ou des inhibiteurs de topoisomérase. Donc en fait, une situation où on est à risque d'avoir déjà des mécanismes de résistance activés. Et donc aujourd'hui, on est encore en plein tâtonnement clinique pour déterminer les meilleures stratégies pour utiliser ce type de molécules, les meilleures séquences, les meilleures combinaisons, à quel moment est-ce qu'il faut l'introduire dans le traitement, avec quel genre de médicaments il faut l'introduire dans le traitement. Et l'énorme avantage de ces médicaments comparés à la chimiothérapie classique, si j'ose dire, c'est qu'ils sont beaucoup moins toxiques, qui peuvent être pris par voie orale et qui peuvent être pris dans le cadre de traitements d'entretien. Ce qui évidemment est une énorme différence pour les patients et pour leur qualité de vie. Ce n'est pas du tout des médicaments qui, comme les alkylants ou les inhibiteurs de topoisomérase, vont être associés à une toxicité aiguë. Et donc, cela fait partie de ces médicaments avec lesquels on peut imaginer que le cancer devienne une maladie chronique finalement traitée avec des molécules peu toxiques au long cours. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette approche extrêmement élégante, et vous voyez qui reprend finalement en sens inverse la stratégie historique dans laquelle on a eu d'abord ces molécules de chimiothérapie. On a compris finalement, 40 ans après, les déterminants de la réponse. Ici, on est parti d'un modèle, on a une cellule qui n'a pas de recombinaison homologue, comment est-ce qu'on peut arriver à la tuer ? Donc, ce que je voudrais maintenant voir avec vous, c'est au fond une question qui peut paraître extrêmement simpliste, mais qui est néanmoins une question extrêmement importante, qui est de savoir, au fond, de quoi la cellule cancéreuse meurt-elle pendant le traitement. Et ça, c'est effectivement une question importante, mais parce que c'est que quand on comprend exactement le type de mort qu'on va pouvoir, encore une fois, optimiser les actions, optimiser les associations. Donc les premiers modèles, en fait, faisaient appel à une séquence très, très simple qu'on va voir dans une des diapos suivantes. C'était finalement de l'apoptose P53 dépendante. C'est-à-dire très schématiquement, on casse l'ADN,
on active P53 et P53 va activer des cascades transcriptionnelles et en particulier les voies intrinsèques de l'apoptose, donc un ciblage de la mitochondrie avec ensuite une mort d'origine mitochondriale. On va voir ça dans un instant. En fait, on sait aujourd'hui que la mort est beaucoup plus complexe que cette apoptose P53 dépendante et mitochondriale. Et on va voir qu'elle se décline en une dizaine de formes. Et puis, il n'y a pas seulement la mort, il y a aussi la sénescence, qui a été l'objet du cours en 2019. J'en reprendrai quelques éléments plus tard dans ce cours. Et puis, un concept nouveau qui est la mort immunogène, dans laquelle, finalement, la mort de quelques cellules va conduire à une excitation du système immunitaire et que, secondairement, c'est ce système immunitaire qui va assurer l'élimination d'une part importante de la tumeur. Alors, tout ça, en fait, ces stratégies de mort ont été beaucoup étudiées ex vivo sur des lignées, parce que pour des raisons techniques, c'est en fait extrêmement difficile à étudier dans un contexte naturel in vivo, dans un contexte naturel dans un organisme. En fait, les cellules apoptotiques sont éliminées très très vite, et donc on a le plus grand mal à pouvoir les voir et encore plus à pouvoir étudier les mécanismes de mort. Et ces études dans des lignées cellulaires, en fait, posent de nombreux problèmes, comme on le reverra à la fin de ce cours, à commencer par la tolérance au stress oxydant, puisque les lignées cellulaires vont pousser à l'oxygène de l'air, qui représente un niveau d'exposition à l'oxygène qui est à peu près 3 fois plus élevé qu'à l'intérieur de l'organisme. Et donc, tout le métabolisme de ces cellules est extrêmement perturbé. Et une question un peu lancinante dans le domaine de la cancérologie, finalement, c'est comment est-ce qu'on peut explorer ces questions dans la vraie vie, puisqu'on est convaincu que le système, l'étude des lignées est insuffisante. Comment est-ce qu'on peut étudier ça dans la vraie vie? La vraie vie, ça veut dire in vivo, ça veut dire avec des cellules primaires, et ceci est, comme on le verra, à quelques exceptions près, extrêmement difficile ou impossible chez des patients pour des raisons absolument évidentes de pratique. On ne va pas aller faire des biopsies chez des patients qui sont traités. Alors, voilà une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez une variété extrêmement grande de mécanismes de mort qui ont été décrites, vous voyez, depuis presque une cinquantaine d'années, auxquelles on a donné des noms divers et qui traduisent des mécanismes de mort dont les cascades de signalisation biologique ou biochimique sont à peu près connues, avec une très grosse différence, encore une fois, entre les situations ex vivo ou in vivo. La plupart de ces mécanismes, en fait, ont été décrits sur des lignées ex vivo. Alors, le mécanisme classique, c'est celui-ci. Donc, activation forte de P53, par exemple par des dommages à l'ADN, par exemple par des cassures de l'ADN. Induction de la synthèse transcriptionnelle, un P53 est un facteur de transcription et donc il va agir pour activer l'expression d'un certain nombre de gènes, et en particulier les 3 qui vous sont notés ici. Et ces gènes sont des gènes qui vont agir sur la mitochondrie et induire la formation de trous dans la membrane mitochondriale. Et ces trous dans la membrane mitochondriale, cette ouverture des pores de transition mitochondriaux vont conduire au relargage d'un certain nombre de substances de la mitochondrie, en particulier le cytochrome C. Et ce cytochrome C et d'autres substances vont ensuite activer l'expression d'enzymes qui vont véritablement digérer la cellule de l'intérieur. Et cette digestion de la cellule de l'intérieur va induire très rapidement sa mort, en particulier par l'activation des caspases. Et ceci va conduire finalement à une destruction extrêmement rapide de ces cellules, dont les restes vont être phagocytés ensuite par des cellules voisines, ce qui rend compte de la difficulté à étudier ces processus in vivo, puisque à la fois le processus par lui-même est extrêmement rapide et l'élimination des cellules mortes est quasi instantanée.
Donc cette première vision a été ensuite complétée par toutes sortes d'autres morts qui vous sont... Écoutez, je crois que je vais aller m'interrompre une seconde pour demander un pointeur qui marche, parce que c'est vraiment trop difficile. Donc des cascades qu'on ne va pas décrire en grand détail, mais qui vont à la fin arriver, vous voyez, pour la nécroptose, la pyroptose, à la destruction de la membrane cellulaire, pour la phéroptose, à l'oxydation de ces membranes à travers l'oxydation des lipides, qui va encore créer des trous. Et donc tous ces types de morts ont été bien décrits ex vivo. Alors, encore une fois, cette question de la dépendance de la réponse thérapeutique à P53 est une question ancienne et qui, au fond, commence à trouver des réponses claires uniquement dans ces dernières années, même si les premières études datent probablement d'une quarantaine d'années, montrant la difficulté pratique de la question. On va voir quelques exemples. Donc ce modèle simple que je vous ai décrit, c'est des cassures massives de l'ADN induites par la chimiothérapie, activation de P53, activation des gènes pro-apoptotiques, des trous dans la mitochondrie, et ensuite une activation de ces enzymes de destruction qu'on appelle des caspases, qui vont détruire la cellule de l'intérieur. Mais il y a d'autres effets de P53, et en particulier, il y a beaucoup d'effets qui ont été décrits dans ces 10 dernières années sur le métabolisme, et en particulier sur le métabolisme contrôlant le stress oxydant à travers le contrôle d'un certain nombre de tampons comme le glutathion. Et on sait aujourd'hui, et ce sera, je crois, la dernière diapositive de ma présentation qui préparera peut-être le cours de l'an prochain, qu'il y a des liens extrêmement étroits entre métabolisme cellulaire et réponse thérapeutique. Et donc on va avoir des situations où la mutation de P53 est associée à des formes de résistance, et puis on verra d'autres situations où au contraire la mutation de P53 est nécessaire à la réponse thérapeutique. Ceci donc arrivant à la conclusion qu'il y a finalement des couples, et ce sont des couples qu'il faut considérer, un couple d'une tumeur particulière, si possible assez bien défini, éventuellement défini de manière génétique, et d'un médicament. Et quand on dit un médicament, il faut être le diable est dans les détails. Une combinaison à base d'anthracycline, ce n'est pas la même chose que des anthracyclines toutes seules. Et suivant le deuxième partenaire de la combinaison, on peut avoir des réponses extrêmement différentes l'une de l'autre. Donc, première publication vraiment claire sur cette question, un papier de JCI par l'équipe de Bert Bogenstein, qui cherche donc, c'est le début des possibilités d'inactivation sélective de gènes, et donc on peut arriver à créer des lignées cellulaires. Là, ce que je vais vous montrer, ce sont des lignées cellulaires avec toutes les restrictions et les petits bémols que j'ai pu apporter sur ces systèmes, et on va supprimer deux gènes, soit P53, soit P21, P21 étant l'une des cibles majeure ou si ce n'est la cible majeure de P53, qui va être responsable non pas de l'apoptose, mais du contrôle du cycle cellulaire, et en particulier de l'arrêt du cycle cellulaire. Et donc dans ces lignées qui sont des cancers du côlon isogéniques, donc qui sont comparables pour tout, sauf pour la fonction de P53 ou la fonction de P21, on va avoir ex vivo des traitements par des agents de type chimiothérapeutique, et à commencer par des anthracyclines. Et vous voyez qu'avec l'adriamycine, il y a des différences absolument frappantes. Donc on a d'abord un effet de la dose et un effet de la durée du traitement. Essentiellement, vous voyez que dans ce modèle-là, au moins à court terme, l'adriamycine n'a pas d'effet, peu ou pas d'effet. Donc qu'on soit P53++ ou P53+- avec juste un allèle délété, on ne va pas avoir de mort immédiate. Par contre, si l'on n'a pas P53, et encore plus si l'on n'a pas P21, on va avoir une induction de mort massive et immédiate. Même chose pour la dose dépendance, et ceci donc suggère qu'à travers sa capacité à arrêter le cycle cellulaire, P53 va en fait bloquer la réponse aux anthracyclines.
Alors, si on prend maintenant un autre médicament qui est le 5-fluorouracile, donc un analogue de nucléotide qui va rentrer dans la molécule d'ADN, et bien là, c'est exactement l'inverse. Vous voyez, là, on va avoir de la mort dans les P53 sauvages, on va avoir de la mort dans les P21 sauvages, et par contre, quand on n'a pas P53, là, on résiste complètement à la mort, et on résiste y compris avec des doses extrêmement fortes, et y compris sur des temps extrêmement longs, donc traduisant cette modulation importante de la réponse au 5-fluorouracile par le statut de P53. Alors, ceci, bien sûr, l'implication en particulier de P21, qui dans ce modèle-là est encore plus forte que celle de P53, suggérait bien sûr qu'il allait avoir un rapport avec le cycle cellulaire, et donc les auteurs ont fait des analyses de cycle cellulaire. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de ce type de courbe, vous avez le génome normal dans son état 2N avec 2 jeux de chromosomes et le génome en train de se répliquer, donc avec le double du patrimoine génétique, dans la situation qu'on appelle 4N. Et puis plus petit que 2N, de temps en temps, comme par exemple ici, on va avoir des cellules, ceci traduisant le fait qu'elles sont en train de se détruire, et c'est parce qu'elles sont en train de se détruire, donc elles sont apoptotiques, qu'on va avoir moins de matériel génétique, moins d'ADN. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que dans la situation normale, en l'absence de traitement, eh bien, les profils sont à peu près similaires. Par contre, après traitement par des anthracyclines, vous voyez qu'on a une profonde différence dans les profils de distribution de ces cellules en fonction du statut P53. Si P53 est là, on va avoir un arrêt prolongé au stade de 4N, ce qu'on appelle donc un blocage dans la phase G2 du cycle cellulaire, ceci traduisant la mise en route de systèmes qui sont en partie P53 dépendants de contrôle de qualité avant la mitose. Ce qu'on appelle le checkpoint G2M, et vous voyez qu'on a une très belle activation de ce checkpoint G2M. Dans ce modèle-là, finalement, la plupart des cellules sont bloquées en G2, traduisant le fait qu'elles sont en train elles ont activé un système de sauvegarde pour vérifier que ce matériel génétique qui a été déjà dupliqué est bien dans un état correct qui va permettre la division. Et de manière tout à fait remarquable, vous voyez qu'en l'absence de P53, eh bien, ce blocage, d'abord, il est plus important, et ensuite, il disparaît complètement. Et cette disparition traduit en fait, avec la présence de ces résidus ici, le fait que les cellules sont en train de mourir. Et en fait, elles sont en train de mourir parce que n'ayant pas été capables de s'arrêter à ce point de contrôle, elles sont entrées probablement dans ce qu'on appelle une catastrophe mitotique. Cette catastrophe mitotique traduisant le fait qu'en l'absence de frein, la cellule s'est lancée dans la division cellulaire avec du matériel génétique extrêmement abîmé, et que donc ce matériel génétique extrêmement abîmé ne va pas pouvoir entrer dans ce processus de division cellulaire et va ensuite induire un effondrement chromosomique de ce qu'on appelle cette catastrophe mitotique. On verra quelques images tout à l'heure. A l'inverse, le 5FU, lui, va induire un blocage à la transition en fait, entre 2N et un peu plus, traduisant donc le fait que la synthèse d'ADN s'arrête, et elle s'arrête parce que les nucléotides sont anormaux, et ceci va donc conduire à cet arrêt de cycle. Alors, je vous ai dit que c'était des observations faites en lignée ex vivo. Les auteurs ont voulu voir maintenant ce qui se passait in vivo, et donc avec des systèmes de xénogreffes dans lesquels ces cellules ont été introduites chez des souris immunodéprimées, on peut observer les mêmes phénomènes de dépendance de la réponse au 5FU à P53. Vous voyez que quand on n'a pas P53, on va avoir une belle réponse avec une inhibition de croissance, et quand on a P53, on va avoir cet effet antiprolifératif. Sans P53,
les cellules continuent à pousser, même si en fait elles poussent quand même un peu moins vite que les cellules normales, traduisant donc le fait qu'il y a d'autres fonctions de réponse au 5FU dans ce modèle-là. Et de manière assez remarquable, avec cette lignée cellulaire, on n'a pas d'effet sur la réponse au rayonnement. Donc la réponse à l'irradiation est maintenue en l'absence de P53. Vous voyez que l'on ait ou que l'on n'ait pas P53, on va avoir un effet des rayonnements qui est net. Bon. Donc ceci suggérait qu'il pouvait y avoir une importance du statut P53 dans les tumeurs humaines, et je vous ai déjà montré cette image lors du premier cours qui représente des tumeurs du testicule traitées par des alkylants, donc par le cisplatine. Et la comparaison de deux groupes de patients, finalement des patients qui ont très bien répondu et des patients qui ont présenté des résistances, et vous voyez que de manière tout à fait claire, les patients ayant des résistances vont être mutés soit pour P53, soit avoir des amplifications de MDM2, et vous vous souvenez probablement que MDM2 est le principal mécanisme de rétrocontrôle de l'activité de P53, donc une amplification de MDM2, fonctionnellement, ça ressemble beaucoup à une inactivation de P53, et donc vous voyez que ceci explique au moins une partie, pas toutes manifestement, mais une partie des résistances à ces traitements. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas progressé plus vite? D'abord, c'est une littérature qui est extrêmement controversée, et elle est très controversée parce qu'elle est difficile, et en particulier, le typage de P53 est très délicat au niveau technique, et au fond, on peut dire que c'est probablement les approches de génomique très performantes, avec des analyses complètes de séquences, des analyses de perte de régions de chromosomes qui ont permis de clarifier cette littérature qui, pendant 20 ans, a été très controversée. Et en plus des aspects techniques de la détermination de la fonctionnalité réelle de P53 dans la tumeur, beaucoup de ces études étaient entachées du fait qu'elles étudiaient des cohortes de patients qui étaient en fait relativement différentes, dans lesquelles ce n'était pas toujours exactement la même maladie, ce n'était pas toujours exactement le même traitement. On parlait de patients qui étaient traités par la chimiothérapie, mais ce n'était pas toujours la même, ce n'était pas toujours les mêmes doses. Et donc ceci a induit beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements browniens dans cette littérature. Alors néanmoins, il commence à y avoir des choses qui sortent de manière assez claire. Alors, un papier encore assez récent de l'équipe de Timley aux États-Unis, qui a été un des pionniers dans les séquences, la génomique des leucémies, avec la première séquence complète du génome d'une leucémie, et donc qui s'est intéressé à une situation extrêmement claire, la réponse à des agents déméthylants, dont on a parlé dans les cours précédents, donc la réponse à la décitabine, et le statut P53 déterminé par séquence et par des génomiques propres. Et donc, en fait, ils ont comparé dans ce test qui était dans cette cohorte de patients qui était une cohorte monocentrique de patients qui avaient tous été traités dans le même hôpital, ce qui est évidemment un gage de l'uniformité aussi bien des procédures de diagnostic que des procédures de traitement. Et contre toute attente, ils ont pu observer qu'en fait, les patients qui vont répondre à ce médicament, des méthylants en monothérapie, eh bien, il y avait un très fort enrichissement dans les mutations P53, et toutes les autres mutations, et là ça a été fait à partir de séquences complètes du génome codant, de génome d'exome. Donc là, on est dans une situation où vraiment ils ont tout regardé, ils ont séquencé tous les gènes, et ils ne trouvent qu'un seul gène vraiment important, CP53. Tous les autres qui sont les gènes habituellement associés au développement des leucémies aiguës myéloïdes, eh bien, tous les autres n'ont pas vraiment de différence entre les patients qui vont répondre et les patients qui ne vont pas répondre. Et ceci vous est donc résumé sur ce schéma, comparant donc en vert la prévalence des anomalies chez les patients qui répondent et chez ceux qui ne répondent pas. Et vous voyez que de manière tout à fait claire, il n'y a que P53 dans cette situation-là qui était important. Alors, ça a été fait à partir de séquences complètes du génome, donc une
technique qui était en particulier à l'époque encore extrêmement lourde. Et donc, ils ont entrepris d'explorer une deuxième série de patients avec ce qu'on appelle des panels, c'est-à-dire en ne séquençant finalement qu'un petit nombre de gènes, les gènes qui étaient a priori importants. Alors, ceci est évidemment quelque chose d'extrêmement important, puisque même avec des observations noires et blanches comme ça, on peut quand même se tromper. Il est donc essentiel de revérifier sur une cohorte indépendante qu'on a bien la même chose, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc dans cette deuxième cohorte, dont vous voyez qu'elle est plus grande, qu'elle est plus nombreuse, eh bien là encore, ils vont trouver exactement la même chose avec des mutations P53 qui font à peu près 40% des patients qui répondent, et en revanche, aucune réponse si P53 est normal. Donc une illustration extrêmement claire, extrêmement propre du rôle de cette voie de signalisation dans la réponse d'un groupe de maladies relativement homogènes à un traitement qui sont les agents déméthylants. Alors la grosse déception, c'est qu'en fait, cette réponse initiale n'a quasiment aucun effet sur la survie. Et ceci traduit probablement le fait que ces maladies avec mutation de P53, avec inactivation de P53, elles sont intrinsèquement beaucoup plus graves. Et donc, elles vont beau avoir répondre rapidement, cette réponse rapide ne va pas être associée à un bénéfice de survie. Et donc, ceci traduit bien le fait que dans des essais de cancérologie, la réponse initiale au traitement est un élément extrêmement important, bien entendu, mais la survie est également quelque chose de très important, et on connaît maintenant malheureusement un certain nombre de situations où des réponses immédiates ne vont pas être associées à des bénéfices de survie. Évidemment, la situation qui vous est représentée ici en étude. Donc, dans ce groupe des leucémies aiguës myéloïdes, ces mutations de P53 sont très fortement associées à la réponse au traitement hypométhylant, mais cette réponse ne confère pas d'avantage à long terme, probablement, comme je disais, parce que ces maladies sont intrinsèquement beaucoup plus graves. Et les mécanismes moléculaires de cette hypersensibilité initiale ne sont pas compris. Ce sont des travaux encore assez récents, et donc les auteurs n'ont pas pu essayer de comprendre la cascade finalement de signalisation, à la fois de comprendre comment les hypométhylants vont activer P53 et comment est-ce que les P53 va secondairement conduire à cette réponse transitoire. Alors ce qui est assez troublant, et ce qui encore une fois illustre mon propos de tout à l'heure, c'est que en revanche, dans ces maladies, dans ces leucémies aiguës myéloïdes, si on prend le traitement classique, si j'ose dire, le traitement qui est donné aux patients qui sont plus jeunes et qui sont capables de supporter de la chimiothérapie intensive, donc l'alliance d'une anthracycline et d'un inhibiteur et d'un analogue de nucléotide qui est la racitine, eh bien, avec cette chimiothérapie classique, on sait que la mutation de P53 est un facteur absolument majeur de résistance. Donc, vous voyez, avec les déméthylants, c'est un facteur de sensibilité. Avec la chimiothérapie classique, c'est un facteur de résistance, aussi bien pour la réponse que malheureusement pour la survie. Donc ce sont des patients qui, avec ce type de traitement, vont mal répondre et mal survivre également. Donc ceci, encore une fois, soulève le fait que c'est vraiment le couple tumeur-traitement qu'il faut explorer, et que le diable est dans les détails. Il faut vraiment parler de groupes très homogènes avec des traitements très homogènes. Et puis, une autre différence importante qui est apparue très récemment, j'en parlerai peut-être dans un cours suivant, c'est que de manière un tout petit peu surprenante, on sait maintenant qu'il faut 2 mutations de P53 vraiment pour avoir un phénotype. Autrefois, quand on trouvait une mutation de P53, on disait, on fermait un petit peu les yeux sur les détails, on disait il y a un allèle muté, donc probablement l'autre est soit perdu, soit inactivé, soit ne s'exprime pas. Donc s'il y a un allèle muté, ça veut dire que la fonction est perdue. Et en fait, grâce à des travaux qui ont été menés par un consortium américain, on sait maintenant que dans cette maladie-là, sur un très grand nombre de patients,
il y a des patients qui ont un allèle muté de P53, un allèle normal, et que de manière un petit peu inattendue, finalement, ces patients semblent se comporter comme s'ils n'avaient pas de mutation de P53. Donc il faut vraiment inactiver les deux allèles par des mécanismes qui peuvent être différents, par des éventuellement mutation-perte, mutation-inactivation, mais c'est la perte de fonction globale qui est responsable de l'effet sur la réponse tumorale. Alors, un autre exemple qui sont des travaux que nous avons menés à Saint-Louis avec le groupe de cliniciens intéressés par le sein et les anatomopathologistes de Saint-Louis, qui a été publié il y a une vingtaine d'années dans Lancet, illustre de nouveau ce propos dans une autre maladie. Donc il s'agit de tumeurs du sein volumineuses, graves, qui sont en fait traitées par une chimiothérapie première, et à la suite de cette chimiothérapie, on va avoir une mastectomie, donc une chirurgie seconde. Ça fait partie de ces approches dont je vous ai parlé dans le premier cours, de chimiothérapie néoadjuvante, donc où on commence par la chimiothérapie pour réduire la tumeur et ensuite la rendre accessible à la chirurgie. Évidemment, dans cette situation-là, on va pouvoir mesurer de manière objective la réponse de la tumeur à la chimiothérapie, puisqu'on va pouvoir quantifier au moment de la chirurgie la masse tumorale restante, voir si ces tumeurs, si ces cellules tumorales sont toujours là, si elles sont vivantes, si elles se multiplient. Donc on va avoir un index de réponse qui est tout à fait clair. Et on a couplé ça à une analyse du statut de P53. Alors à l'époque, c'était déjà avec des techniques évoluées, mais ce n'était pas avec des techniques de séquence complète. Donc on avait une détermination du statut de P53 qui est probablement moins propre, si j'ose dire, que ce que je vous ai montré dans des études qui ont été faites une quinzaine d'années d'après, comme sur la leucémie. Et de manière tout à fait inattendue, puisque vraiment nous aurions tous parié le contraire avant le début de l'étude, eh bien, les réponses complètes n'ont été vues exclusivement qu'en présence d'une mutation. Donc là, c'est une situation dans laquelle, clairement, la présence de P53 va bloquer la réponse à la chimiothérapie. Et ça, c'était à l'époque tout à fait inattendu. C'est pour ça que ça a été publié dans le Lancet. Et on va voir que l'explication, comme souvent, est venue une dizaine d'années après pour comprendre exactement ce qui se passe dans cette situation. Et donc ceci est une suite de cette étude. Retenez simplement cette partie-là qui va mesurer la survie de ces patientes atteintes de formes très graves de cancer du sein. Et en fait, vous voyez que c'est uniquement en présence de la mutation qu'on va avoir une stabilisation de la courbe et donc une guérison d'un certain nombre de ces patients. Alors j'insiste sur le fait que ces chimiothérapies sont beaucoup plus fortes que celles qui sont habituellement pratiquées. C'était des chimiothérapies historiques. Et donc ce que je vous dis là dans cet exemple n'est probablement pas valable pour toutes les formes de chimiothérapie de cancer du sein. Mais encore une fois, c'est un exemple historique qui montre que sur une cohorte de patients traités de manière relativement homogène, on va avoir des guérisons, mais ces guérisons ne sont trouvées que chez des patientes qui étaient porteurs d'une mutation. Et donc le modèle que nous avions proposé à l'époque, c'est que les anthracyclines allaient activer P53 et que cette activation de P53 allait conduire, en présence d'une mutation, à une catastrophe mitotique du fait de l'absence de ce point de contrôle en G2, et que même si les cellules échappaient à la catastrophe mitotique, finalement, la deuxième molécule de cette combinaison, qui était un alkylant, allait cibler les cellules qui avaient survécu et qui étaient encore en cycle, alors que si on a P53, on allait induire un arrêt du cycle cellulaire, éventuellement de la sénescence, et que cet arrêt du cycle allait protéger des effets des alkylants. Donc en fait, et c'est là où évidemment les modèles de combiner des études sur des modèles avec des données chez des patients est important, c'est que donc une dizaine d'années après, une équipe de Houston a rapporté des choses à peu près similaires sur des modèles de souris, dans lesquels donc c'était des tumeurs spontanées, pas des tumeurs transplantées, des tumeurs spontanées, dans un modèle de cancer du sein induit par la surexpression d'un oncogène qui s'appelle WNT1, qui lorsqu'on l'exprime dans les cellules mammaires est un puissant oncogène. Et donc grâce à la génétique de la souris, ils ont pu obtenir des tumeurs
avec différents fonds génétiques, soit avec 2 allèles de P53, soit avec un allèle mutant de P53 et pas de P53 sauvage, soit avec 7 allèles mutants et un allèle sauvage. Donc, situation finalement qui est un tout petit peu similaire à celle que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire un allèle muté, un allèle normal. Et puis finalement, bien sûr, le contrôle avec 2 allèles mutés de P53. Et donc, ces souris, dès que la tumeur était détectée, allaient être traitées par des anthracyclines. Et ce qui vous est représenté ici par les flèches rouges, vous voyez 5 jours d'anthracycline, et les auteurs ont ensuite suivi l'évolution de ces tumeurs. Et ce que vous voyez de manière tout à fait frappante, c'est que quand on a P53 sauvage, on va avoir une petite régression, et puis finalement ça repart tout de suite après, et ça repart presque plus vite, à vrai dire, ça repart presque plus vite que ça ne poussait avant. Donc un effet qui est un effet transitoire et qui est un effet dans lequel on n'a jamais vraiment de disparition de la tumeur. Alors, de manière tout à fait opposée, quand on traite en l'absence de P53, eh bien, vous voyez qu'on a une quasi-disparition de la tumeur, donc traduisant le fait que dans ce modèle, on va avoir une sensibilisation à l'action des anthracyclines par l'absence de P53. Et quand on a des situations donc mixtes avec un allèle muté et un autre allèle sauvage, on se rapproche finalement beaucoup de la situation sauvage, vous voyez, où on a un effet transitoire et puis ensuite une accélération. Et dans cette situation-là où on n'a qu'un allèle muté, eh bien on a l'impression qu'on est dans une situation un tout petit peu intermédiaire, avec un effet très profond, mais finalement un rebond tardif, traduisant le fait que peut-être que cette mutation est capable de maintenir certaines des fonctions de P53, pas toutes, mais certaines, et que donc cette mutation va au fond représenter un état hybride entre l'absence de la protéine et la présence d'une protéine sauvage. Alors évidemment, l'avantage des modèles de souris, c'est qu'on peut faire toutes sortes d'analyses, on peut prendre des tumeurs à tout moment, et donc on peut voir ce qui se passe. Et la première chose que ces auteurs ont faite, c'est de regarder la prolifération. Donc ça se fait avec un marquage, avec une protéine qui s'appelle Ki67, qui est une protéine impliquée dans la phase S du cycle cellulaire et la duplication d'ADN. Et ce que vous voyez est tout à fait clair. À l'état de base, ces tumeurs, qui sont des tumeurs rapidement proliférantes, sont bien marquées. Donc vous avez beaucoup de petits points noirs, vous voyez, qui correspondent au noyau des cellules dans la tumeur. Après traitement, quand P53 est là, vous voyez qu'il y a une disparition complète de ce marquage. Et ceci traduit donc un arrêt du cycle cellulaire, arrêt massif, vous voyez, sans aucune ambiguïté. On est vraiment dans une situation noire et blanche. Arrêt massif du cycle cellulaire probablement par l'activation de P53 et l'activation de sa cible P21, donc qui va arrêter le cycle cellulaire. Et quand on est dans cette situation sans P53, eh bien, vous voyez que là, il n'y a plus aucun effet. La tumeur continue à pousser, comme si de rien n'était. Et les auteurs ont ensuite regardé la mort cellulaire, l'apoptose, et très schématiquement, on n'a effectivement pas d'apoptose induite par le traitement si P53 est là, et par contre une quantification quand même de ces cellules apoptotiques que dans ce système on arrive à voir un petit peu, vous voyez, avec des augmentations qui ne sont pas massives mais qui sont quand même tout à fait claires. Et l'examen microscopique de ces tumeurs après traitement suggère effectivement qu'on a des catastrophes mitotiques, parce qu'on a des images de mitose bloquées, ce qui est un des signes typiques de ces anomalies, de ces cellules qui vont aller à la mitose, quand bien même elles ont un ADN qui a été endommagé. Alors que se passe-t-il maintenant dans des tumeurs qui ont P53 après traitement? Eh bien, ceux d'entre vous qui ont assisté à mon cours sur la sénescence reconnaissent tout de suite
ce marquage bleu, ce qu'on appelle la SA-bêta-gal, qui est une enzyme dont l'expression est très fortement liée à la sénescence. Et donc dans ce système, vous voyez qu'il y a peu ou pas de sénescence au départ, mais qu'après ce traitement par 48 heures d'anthracycline, on a une induction massive de sénescence à l'intérieur de la tumeur in vivo. Et donc ceci a été une des premières illustrations finalement de cet équilibre in vivo dans ce qu'on ne peut pas encore vraiment appeler ça de la vraie vie parce que ce sont probablement des modèles un peu artificiels de tumeurs qui sont présents chez ces souris, mais de cet équilibre finalement entre la sénescence et la mort passant par l'intermédiaire de catastrophes mitotiques en l'absence de P53. Et donc, ceci est fortement lié au contrôle du cycle cellulaire et bien sûr, ceci est totalement cohérent avec l'étude clinique préalable que je vous avais montrée. Donc, dans ces situations, l'anthracycline n'induit pas une mort apoptotique, mais plutôt une catastrophe mitotique qui est bloquée par l'activation de P53. Et en revanche, quand on a P53, on va avoir une sénescence P53 dépendante. Et des travaux que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais dont j'avais parlé dans mon cours sur la sénescence, montrent qu'en fait, la sénescence a un premier effet qui est d'arrêter la prolifération de la cellule. Donc on a un effet de plateau ou une petite diminution. Mais secondairement, la sénescence va profondément changer le programme d'expression génétique de ces cellules et en particulier leur faire synthétiser des facteurs de croissance. Et en fait, ces facteurs de croissance, secondairement, vont induire une sélection de cellules souches leucémiques ou de cellules souches cancéreuses, expliquant l'observation de tout à l'heure dans lesquelles, au fond, après le traitement, les cellules se remettent à pousser plus vite qu'elles ne poussaient au départ, parce que finalement, après cet arrêt transitoire de cycle, elles vont être beaucoup plus stimulées par cette production locale de facteurs de croissance. Donc, on en arrive à la conclusion qu'on a affaire à une dépendance à la carte et que donc il faut faire beaucoup d'études pour comprendre exactement ce qui se passe. Alors, pour illustrer un petit peu cette notion de sénescence, on sait que beaucoup de traitements conventionnels du cancer sont inducteurs de sénescence, que ce soit tous ceux qui cassent l'ADN, ceux qui bloquent la synthèse d'ADN, l'irradiation, également des inhibiteurs de kinase ou d'enzymes de cycline dépendantes de kinase. Et la première démonstration propre de cet effet de la sénescence a été publiée dans Cell il y a une dizaine d'années avec des expériences extrêmement élégantes dans des modèles probablement extrêmement grossiers qui n'ont qu'un rapport distant avec ce qui peut se passer chez l'homme, qui sont des lymphomes induits par la surexpression d'oncogènes sémiques, donc des tumeurs qui poussent extrêmement rapidement, qui en plus étaient luminescentes, ce qui permet donc de suivre chez l'animal vivant la progression de la tumeur. Et donc, vous voyez que la tumeur standard, qui n'a que MYC, répond très bien au traitement. Vous voyez, on traite, et déjà à J1, il n'y a plus grand-chose, et jusqu'à 15 jours, il n'y a plus grand-chose. Si on a ces mêmes types de tumeurs de lymphomes dans lesquels on a inactivé P53, eh bien, on a un retard de la réponse, traduisant le fait qu'on a probablement détruit la réponse apoptotique à la chimiothérapie. Et donc la grande surprise, et c'est pour ça que ce papier a été publié dans Cell, c'est que si on a les mêmes cellules dans lesquelles on a surexprimé la protéine BCL2 qui va être un inhibiteur de l'apoptose, eh bien vous voyez qu'avec cet inhibiteur de l'apoptose, on n'a quasiment plus aucun effet du traitement. Et donc on pourrait se dire, au fond, puisqu'on n'a plus aucun effet du traitement, ça veut dire que le traitement ne fonctionne plus du tout, puisqu'on n'a pas de régression. Et pourtant, cette absence de régression dans les 15 premiers jours n'est pas reflétée par la survie. C'est-à-dire qu'au fond, on a quand même un effet de protection. Vous voyez, quand on n'a pas de traitement ou quand on a pas de P53, les souris meurent très très vite. Mais
Dans cette situation-là où on n'a pas de disparition immédiate de la tumeur, on va avoir quand même une prolongation importante de la survie. Et ceci a été donc la première illustration du fait qu'on peut avoir un effet du traitement qui ne passe pas par l'apoptose, mais qui passe par la sénescence, et que cette sénescence va pouvoir avoir un effet bénéfique, au moins à court terme, dans ce modèle-là. Donc cette induction de la sénescence dépend de l'intégrité de ces effecteurs, parmi lesquels évidemment P53, mais aussi des protéines comme P16 ou comme RB. Et donc ces tumeurs susceptibles de rentrer en sénescence sous traitement correspondent probablement à des sous-groupes assez particuliers dans lesquels ces voies sont intactes ou réactivables. Et donc, on va avoir, suivant les types de traitements et suivant les types de tumeurs, un équilibre entre la sénescence, qui va avoir un effet transitoire, et d'autres effets, comme par exemple la catastrophe mitotique dont on a parlé tout à l'heure dans le cancer du sein, et celle-ci étant nécessaire à la guérison de ces patients. Donc il peut y avoir des antagonismes entre les effets à court terme et des effets à long terme, et ceci, la reprise de la tumeur, de la croissance tumorale après sénescence, traduit probablement ce qu'on a appelé le SASP. Donc SASP, c'est pour Senescence Associated Secretory Phenotype, qui traduit le fait que la tumeur, après une agression comme de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, va rentrer en sénescence. Cette sénescence va s'accompagner de la sécrétion de toutes sortes de molécules de signalisation, ce qu'on appelle des cytokines. Et ces cytokines, dont certaines vous sont représentées ici, vont agir à la fois sur la tumeur et aussi sur son micro-environnement. Et au niveau du micro-environnement, cette signalisation va contribuer au recrutement d'un certain nombre de cellules inflammatoires. Et parfois, ce recrutement des cellules inflammatoires va s'accompagner de la sénescence elle-même de ces cellules inflammatoires qui va faire qu'elles-mêmes vont se mettre à sécréter d'autres molécules de signalisation. Et certaines de ces molécules de signalisation vont pouvoir exercer un rétrocontrôle positif sur la tumeur, créant une espèce de cercle vicieux dans lequel le stress de l'un va exciter l'autre, induire finalement secondairement une recroissance de la tumeur qui sera rentrée en sénescence. Il y a également d'autres mécanismes qui ont été décrits sur la prolifération vasculaire à travers la sécrétion de facteurs angiogéniques qui vont apporter des vaisseaux qui vont pouvoir venir nourrir la tumeur. Donc des rapports qui montrent que cette induction de sénescence, quand elle est incomplète et quand elle est transitoire, va au fond conduire à une réponse partielle avec une aggravation secondaire du fait de la possibilité de sécrétion de ces facteurs de croissance, et ceci pouvant favoriser la repousse. Alors dans d'autres modèles, cette sénescence va avoir un effet plus bénéfique, en particulier quand elle est capable d'attirer le système immunitaire. Et donc une très jolie étude qui a été publiée par l'équipe de Scott Lowe montre que dans un système génétiquement défini, par une activation de la voie RAS, on peut arriver à interrompre la cascade de signalisation par la voie RAS avec des inhibiteurs de MEK. Et si on les combine à des inhibiteurs du cycle cellulaire, comme des inhibiteurs de CDK4 ou CDK6, on va pouvoir induire in vivo assez massivement de la sénescence. Et cette sénescence, à travers cette signalisation de cytokines, va recruter des effecteurs humains comme des cellules immunitaires de type NK qui, sous l'effet de cette stimulation, vont devenir activées. Et cette signalisation, ces cellules NK activées vont avoir dans ce modèle-là un effet de rétrocontrôle, en fait un effet d'élimination de la tumeur primaire. Donc dans ce modèle-là, la sénescence est bénéfique et en fait la sénescence va conduire à une activation d'un contrôle humain. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours comme ça et que donc, et ceci a été
récemment revue. En fait, cette signalisation est extrêmement complexe. Il y a de très nombreuses cytokines, il y a de très nombreux effecteurs humains. Et donc, dans certains cas, on va avoir une réponse de type antitumoral, donc faire que le système immunitaire contribue à l'élimination de la tumeur. Et dans d'autres situations, ça va être exactement l'inverse, c'est-à-dire que cette signalisation induite par la sénescence va au contraire contribuer à un mécanisme d'immunosuppression et donc d'induire une situation de tolérance et d'équilibre entre la tumeur stressée et le système immunitaire qui l'entoure. Alors, le dernier élément pour ce qui est de la sénescence, c'est qu'il est assez clair que cette sénescence est impliquée dans les effets secondaires de la chimiothérapie. Donc, une partie de l'effet thérapeutique, avec la sénescence des cellules malignes qui peut être couplée à des phénomènes de différenciation, en particulier dans le domaine de leucémie, mais également une part très significative des effets secondaires, comme la fatigue, l'inflammation, passerait en fait par cette sécrétion de cytokines qui vont en quelque sorte empoisonner l'organisme et agir à distance de l'endroit où ils ont été produits, ce qui, bien entendu, ouvre des perspectives pour essayer de contrôler ces effets secondaires à travers l'inactivation, par exemple, de certaines de ces cytokines pour chercher à diminuer les effets secondaires. Alors, je voudrais, pour conclure, vous donner quelques illustrations maintenant de stratégies qui peuvent être dérivées de ce type d'approche. Une des particularités des cellules sénescentes, c'est qu'en fait, elles expriment beaucoup de la protéine BCL2, donc de cet inhibiteur de l'apoptose, et que cette surexpression de BCL2 explique que les cellules sénescentes sont en fait relativement résistantes à l'apoptose, et c'est pour ça qu'elles vont survivre, enfin c'est une des raisons qui font qu'elles vont survivre pendant le traitement. Et donc, des stratégies qui ont été au moins rationalisées a posteriori sont des stratégies que j'ai baptisées le fusil à deux coups, qui ont été développées principalement dans les leucémies, d'induire de la sénescence sans trop de toxicité, et ça peut être fait en particulier avec de la chimiothérapie à faible dose ou avec des agents déméthylants, et secondairement de cibler les cellules sénescentes avec des inhibiteurs de BCL2 comme le venetoclax dont on a parlé dans un cours précédent, qui va donc inhiber la fonction de BCL2 et restaurer le contrôle apoptotique qui avait été bloqué par la surexpression de BCL2. Et donc ceci permet de cibler des tumeurs pour lesquelles la chimiothérapie à travers l'induction de la sénescence, va conduire à une augmentation de BCL2 ou alors des tumeurs qui surexprimaient BCL2 au départ. Et on va voir quelques illustrations de cette stratégie qui a été particulièrement développée dans le domaine des leucémies aiguës myéloïdes et qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent une toxicité réduite. Là, on est finalement avec des petites doses de chimiothérapie dont le but n'est pas du tout d'éliminer la tumeur, mais plutôt de la rendre susceptible à d'autres types d'agents comme le venetoclax. Et ceci permet donc de traiter les assez nombreux patients pour lesquels il y a des contre-indications au traitement standard, dont je vous rappelle qui sont évidemment assez violents. Et donc voilà deux illustrations récentes. Peut-être que la plus belle est celle-ci, dans laquelle on a comparé, dans le cadre d'un essai prospectif randomisé, donc une étude cliniquement on appellerait propre, des patients qui avaient été traités uniquement avec de l'azacitidine ou des patients pour lesquels on avait un traitement combiné azacitidine et venetoclax, donc inhibiteur de BCL2, agent déméthylant. Et vous voyez qu'il y a clairement une importante différence de survie, suggérant donc, et cette association maintenant est devenue l'association de référence à la suite de ces études dans cette pathologie. Et ceci laisse entrevoir maintenant dans là, de manière empirique, une autre étude avait regardé ce que pouvait donner une comparaison entre des agents déméthylants
et des dérivés de l'acide rétinoïque, dont on a parlé dans des cours précédents, puisqu'il y a des suggestions assez fortes que l'acide rétinoïque participe à la différenciation de ces cellules myéloïdes. Et cette étude, publiée l'an dernier dans le Journal of Clinical Oncology, montre de manière extrêmement claire que l'addition d'acide rétinoïque, qui là aussi est une molécule extrêmement bien tolérée, à ces agents déméthylants, a un bénéfice assez clair en termes de survie. Et donc une des questions, et c'est ce que j'ai appelé le fusil à 3 coups, serait de savoir, et des études, je pense, vont commencer bientôt, si on pourrait imaginer des stratégies triples entre des agents déméthylants, des anti-BCL2, dont la diapositive suivante vous a montré qu'ils étaient fortement synergiques, en rajoutant de l'acide rétinoïque, éventuellement chez des patients sélectionnés, pour essayer, là encore, de gagner chaque fois 20% dans les survies de ces patients. Alors, quelques diapos très rapides sur un sujet que je retraiterai certainement dans un cours suivant, qui est l'importance des modèles précliniques. Mais juste pour vous sensibiliser à cette question, je vous ai dit à plusieurs reprises que c'est un sujet extrêmement compliqué, avec des enjeux énormes, parce qu'évidemment, si on pouvait arriver à savoir avant ou assez rapidement à quel type de médicament une tumeur est sensible, ça aurait évidemment des impacts cliniques énormes. Et pour l'instant, on a quand même assez largement tourné autour du pot, faute d'outils, avec des lignées cellulaires d'abord, dont je vous ai dit que les résultats étaient de plus en plus contestés, parce que ces cellules ne donnent qu'une représentation très imparfaite et très partielle de ce qu'est la biologie de ces cellules cancéreuses. Des cellules primaires in vivo, dans des modèles animaux. Alors ça peut se faire. C'est ce qu'on appelle des approches de xénogreffe. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits avec ce type d'approche, mais ce sont des approches lourdes expérimentalement. Et par ailleurs, d'un point de vue théorique, les interactions entre la tumeur qui est de nature humaine et le stroma d'environnement, donc les cellules immunes, les cellules de soutien, qui, elles, sont des cellules murines, posent un problème biologique parce qu'un certain nombre des voies de communication entre ces cellules, en particulier les cytokines, sont assez mal conservées entre la souris et l'homme. Et donc tout cet aspect du dialogue entre la tumeur et le tissu de soutien va être largement faussé par ce système. Après, il y a des modèles purement souris, immunocompétents. Donc là, on a une cohérence génétique, mais on a un certain nombre de particularités du modèle. Les oncogènes ne sont pas forcément les mêmes. La longueur des télomères de souris est très différente des télomères humains. Donc on va avoir, au niveau de la sénescence, des facteurs confondants qui font qu'on va pouvoir tirer de ces modèles un certain nombre d'indications, mais pas vraiment forcément de conclusions, même si dans certaines situations, ces modèles ont été extrêmement utiles. Et donc, plus récemment, et j'illustrerai ça de 2 diapos, ont été développées des approches absolument révolutionnaires qu'on appelle des organoïdes. Et en fait, ces organoïdes reviennent à faire pousser dans de la méthylcellulose, donc dans un environnement semi-solide, des cellules humaines avec des cocktails de cytokines extrêmement particuliers qui vont faire que les cellules souches cancéreuses vont pouvoir être pleinement actives et se diviser vite. Donc au fond, un système dans lequel on peut arriver à reproduire une grande partie des effets de la biologie de la tumeur dans un système ex vivo, sans bien sûr avoir l'effet du système immunitaire. Et donc ceci soulève la possibilité, le rêve en fait d'un certain nombre d'expérimentateurs d'avoir un véritable antibiogramme anticancéreux. J'ai pris là une photo classique des techniques qui permettent, face à une bactérie qui pousse ici en tapis beige clair, de voir l'effet des différents antibiotiques et de pouvoir en plus quantifier cet effet de manière à connaître la sensibilité de ces antibiotiques. Et donc,
ces techniques commencent à sortir. Vous voyez, un papier de Nature Protocol de l'an dernier, donc on est encore vraiment dans des approches qui sont tout à fait expérimentales et qui sont en train de se développer à grande échelle, dans lesquelles on va prendre un échantillon de la tumeur, on va le digérer avec des protéases, on va le mettre ensuite en culture dans des milieux semi-solides avec des cocktails de facteurs de croissance qui font qu'on va pouvoir obtenir ce qu'on appelle ces organoïdes, c'est-à-dire des mini-organes qui sont générés par l'activité des cellules souches en présence de facteurs de croissance bien définis. Alors cette technologie, en fait, on peut bien sûr l'appliquer aux tumeurs, mais elle a d'abord été appliquée à des cellules normales, et donc on a pu créer des micro-organes normaux ex vivo, comme ça, dans des milieux semi-solides, simplement grâce à un environnement de facteurs de croissance et de cytokines qui permettait à ces cellules souches d'exprimer tout leur potentiel. Eh bien, on peut faire la même chose avec des tumeurs, et bien entendu, si on y arrive, on peut les passer, et ensuite on peut assez facilement faire des essais de sensibilité thérapeutique. Et donc voilà une illustration avec du carboplatine, hein, donc avec un alkylant. Et vous voyez qu'en l'absence de traitement, on a ces microsphères qui traduisent l'activité d'une cellule souche cancéreuse et sa croissance dans ces conditions optimisées. Et on peut faire ensuite une dose-réponse. Et cette dose-réponse vous montre qu'à partir d'un certain seuil, qui est, vous voyez, entre ça et ça, on va avoir un effet absolument majeur sur la croissance. Et donc là, on est avec de vraies tumeurs. Et cette approche peut être faite évidemment tumeur par tumeur, donc potentiellement patient par patient. Donc, en conclusion de ce cours, et qui servira probablement d'introduction à de nombreux cours suivants, tellement cette problématique est importante, on a identifié de manière souvent empirique un certain nombre d'agents anticancéreux agissant par voie générale, et beaucoup d'entre eux ciblent la synthèse de la molécule d'ADN, en bloquant sa synthèse, par exemple par déplétion de nucléotides, en créant des bases anormales, en induisant des cassures, en bloquant la réparation. D'autres n'agissent pas directement sur l'ADN. On a juste mentionné l'existence de ces agents qui ciblent les microtubules. Et la plupart du temps, ils sont utilisés en combinaison, ces combinaisons ayant été déterminées de manière empirique à partir d'essais cliniques chez les patients. Et les modes d'action et surtout les voies d'aval induisant la réponse thérapeutique sont assez souvent encore mal connus. Néanmoins, l'analyse de patients répondeurs ou de patients résistants va donner des pistes de décryptage, puisque si un patient répond très bien ou si un patient se met à résister, eh bien ça veut dire que les changements associés à la résistance en particulier sont importants. Et on a donc, à travers quelques exemples, essayé de souligner le rôle de la recombinaison homologue ou du statut P53. Alors, il est important de mener ces études sur des patients pour arriver à comprendre quels sont les biomarqueurs de réponse. Et comme vous l'avez compris, c'est un problème difficile parce qu'il y a beaucoup d'effets biologiques des voies ou de voies de signalisation qui sont très liées les unes aux autres. Et comme elles sont très liées les unes aux autres, il est difficile de faire la part de chacun. Et qui plus est, au fur et à mesure du traitement, il peut y avoir activation séquentielle de processus très différents, comme de la différenciation cellulaire, de la mort par apoptose, de la sénescence, éventuellement de la réponse immunitaire. Et tous ces phénomènes peuvent participer à la réponse, mais pas forcément au même moment dans le traitement. Et si on veut chercher à comprendre, il faut pouvoir avoir des moyens d'explorer ces cellules tumorales et le tissu stromal de soutien, ce qui est évidemment en pratique difficile. Et dans certaines situations néanmoins, comme on l'a vu dans la leucémie promyélocytaire, un mécanisme clair a été montré, et ce mécanisme en fait a été validé biologiquement et cliniquement chez les patients, en particulier par l'étude de patients résistants. Et donc, pour conclure, je voudrais vous présenter une étude qui est en train de démarrer à l'hôpital Saint-Louis, une étude qui a bénéficié du soutien de la fondation ARC, et dans laquelle on cherche finalement à comprendre dans la vraie vie qu'est-ce qui va orienter vers ces différentes voies, la mort, la sénescence.
Et ceci, en fait, répond à des travaux extrêmement récents, publiés dans Cell il y a 2 ans, montrant que, en fait, cet équilibre sur des systèmes très artificiels, hein, qui sont des systèmes de lignées cellulaires un peu bricolées, qu'on peut arriver à comprendre cette orientation entre la sénescence et l'arrêt transitoire de prolifération. Et dans ce travail qui a été fait à partir d'études en cellules uniques, dans lesquelles donc, on va pouvoir quantifier dans chaque cellule ce qui se passe de manière dynamique, eh bien, ce que ces auteurs ont montré, c'est qu'au fond, c'était la quantité de P21, donc une cible directe de P53, cet inhibiteur de kinase qui est responsable de l'arrêt du cycle cellulaire. Eh bien, donc, on pouvait prédire très largement le devenir de ces cellules en fonction de la quantité de P53. Et très schématiquement, si on part d'un niveau de P53, de P21 extrêmement faible, probablement parce que les cellules sont en cycle, on va avoir une évolution vers la sénescence. Si on a une induction extrêmement forte de P21, on va aller certainement vers la sénescence. Et par contre, si on a un effet intermédiaire, eh bien on va avoir un effet transitoire qui va s'effacer et ces cellules vont repartir en cycle. Et donc ce que proposait cette étude, c'est que finalement, un seul gène, une seule cible de P53 pourrait être responsable de l'évolution ultime vers la reprise de prolifération ou la sénescence, un concept qui a évidemment une importance extrêmement importante en cancérologie. Et ils ont donc trouvé une jolie expression en disant que c'était le syndrome de Goldilocks, de l'état intermédiaire. Voilà, soit il ne faut pas en avoir du tout et être en cycle, soit il faut induire énormément P21. Et si on est entre les deux, eh bien, les choses vont mal se passer et les cellules vont repartir en prolifération. Alors le modèle, l'étude donc, qui est en train d'être lancée à Saint-Louis, en fait, part du système qui est bien connu des leucémies aiguës myéloïdes, hein, dans lesquelles on est capable de quantifier, après une chimiothérapie extrêmement violente, le devenir des cellules leucémiques. On sait qu'elles vont diminuer. Dans certains cas, elles vont conduire à une guérison. Donc, on ne va avoir jamais un retour des cellules. Et puis, dans d'autres cas, on va avoir ces courbes en cloche, hein, avec une détection, une quantification possible, puisque par des techniques de PCR, on va pouvoir mesurer la charge leucémique directement chez ces patients. Et donc, on va pouvoir estimer la taille, hein, de la population leucémique et prévoir finalement très largement avant les manifestations cliniques le moment de la rechute. Et par ailleurs, on pense qu'il y a au moins 3 phases. Hein. Il y a probablement dans le traitement une phase de mort, d'apoptose immédiate, peut-être secondairement un processus de sénescence, et puis peut-être à la fin un phénomène de contrôle immunitaire. Et donc aujourd'hui, grâce à des approches de cellules uniques, hein, ce qu'on appelle le single cell, et par des approches de transcriptome dans ces cas-là, on peut, à partir d'une population hétérogène, identifier des groupes de cellules. Et dans cet exemple, au fond, vous avez ici le groupe des cellules leucémiques. Et vous voyez que ces groupes de cellules leucémiques est en fait un groupe relativement hétérogène. Et au sein de ce groupe hétérogène, les cellules souches leucémiques les plus immatures, celles qui sont à l'origine du maintien de la leucémie, correspondent probablement à cette population 3, et elles peuvent être repérées grâce à des patrons d'expression de gènes spécifiques qui sont déjà relativement bien connus dans la littérature. Donc on peut avoir finalement une mesure de ce qui se passe dans les cellules normales, qui sont essentiellement des lymphocytes ici et là, et puis de voir au sein de cette population leucémique hétérogène quelle va être l'évolution en réponse au traitement. Parce que vous l'avez compris, l'énorme avantage de ces modèles leucémiques, qui est probablement unique, c'est qu'on peut de manière parfaitement éthique prélever du sang, et en prélevant du sang, on peut avoir accès à la tumeur de manière quasiment non invasive, hein, puisque ces patients ont des perfusions qui sont posées en continu. Donc on peut arriver de manière non invasive et parfaitement éthique à avoir ces cellules leucémiques de manière régulière pour savoir au fond qu'est-ce qui leur arrive.
Et chez ce patient, ce que vous voyez, c'est au fond que ces cellules leucémiques immatures, qui vous sont représentées ici, on peut savoir ce qui leur arrive 8 heures après le traitement, 24 heures après le traitement, et vous voyez qu'en fait, dès 48 heures après le traitement, eh bien, ces cellules les plus immatures, les plus proliférantes de la leucémie, eh bien, ont largement disparu, traduisant le fait qu'on a eu, dans ce cas-là, une très bonne efficacité thérapeutique et montrant que cette efficacité thérapeutique, elle est manifestée en 48 heures, ce qui veut dire qu'au fond, d'un point de vue biologique, ce qui est vraiment important, c'est de savoir ce qui va se passer à 8 heures et à 24 heures, et donc on peut avoir un véritable reflet mécanistique de ce que la chimiothérapie a fait dans la vraie vie sur des vraies cellules. Et donc, juste une illustration de ce que l'on peut apprendre, eh bien, vous ne serez pas surpris de voir que la première chose qu'on voit dans ce modèle-là, c'est évidemment une induction massive et majeure de la voie de signalisation par P53. C'est en quelque sorte un contrôle positif, hein, traduisant donc que dans ce modèle-là, on a une violente activation de P53, mais on a d'autres voies qui bougent aussi, des voies bien connues. Hein. Les voies de prolifération comme la voie MYC sont éteintes, c'est pour ça qu'elles sont en bleu, ça aussi c'est complètement attendu. On a des voies comme le contrôle du cycle cellulaire, hein, ce qu'on appelle la voie E2F, qui est le contrôle transcriptionnel du cycle cellulaire, qui là aussi est très rapidement désactivé, mais vous voyez qu'il n'est désactivé qu'à 24 heures, alors que l'activation de P53 est déjà observée à 8 heures. Et donc on peut, grâce à ce type d'approche, se faire une idée des séquences d'événements, hein, qui vont suivre l'application de la chimiothérapie. Et qui plus est, grâce aux approches de cellules uniques, on peut arriver à positionner sur le diagramme des cellules et voir qu'effectivement, vous voyez que la réponse ici, c'est la signature P53. Cette signature P53, elle était absente au départ des cellules leucémiques les plus immatures, et vous voyez que dès 8 heures, on a une induction majeure, massive, hein, de ces signalisations. Donc, et dernière chose, c'est qu'on sait que, j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, il y a une participation tardive des voies de réponse à l'interféron, en particulier parce qu'on sait que de casser de l'ADN dans une cellule, ça va activer un certain nombre de voies qui vont converger sur des voies d'interféron qui vont ensuite activer le système immunitaire. Eh bien, on voit que dans la vraie vie, toutes les signatures de cette activation de la voie interféron vont être présentes, mais elles ne sont présentes qu'à 24 heures, vous voyez, pas à 8 heures. Hein. Donc, ceci traduit... donc, on place beaucoup d'espoir et d'intérêt dans ce programme, encore une fois, qui a été financé par la Fondation ARC, parce que ce sont des approches extrêmement coûteuses, et qui vont permettre, sur un nombre relativement important de patients, de savoir vraiment quelles sont ces voies de contrôle et dans quel ordre elles sont activées, ce qui permettrait secondairement de les optimiser. Voilà, dernière diapositive de ce cours, juste pour vous dire qu'il y a d'autres choses et qu'on en parlera certainement dans un autre cours. Toujours dans ce domaine des leucémies aiguës myéloïdes, on sait que la mitochondrie, donc la mitochondrie, on en a parlé pour le contrôle de l'apoptose, parce que c'est effectivement une organelle qui est absolument centrale, hein, au contrôle de la vie, de la survie, et en particulier c'est elle qui va recevoir des signaux apoptotiques, comme par exemple ceux qui sont induits par P53, mais il y a également... La mitochondrie est également le siège de toutes les réactions métaboliques, c'est l'usine métabolique de la cellule, et on sait, par des travaux de nombreuses équipes, qui sont tous convergents, qu'il y a un rôle extrêmement important du métabolisme mitochondrial dans la réponse à la chimiothérapie. Alors on ne sait pas encore exactement comment, mais il a été noté par de très nombreuses équipes que dans le domaine, encore une fois, des leucémies aiguës myéloïdes, qui est un de ceux qui a été le plus exploré, eh bien, les chaînes respiratoires mitochondriales, ce qu'on appelle le OXPHOS, hein, qui est en quelque sorte la centrale thermique, hein, de la mitochondrie qui va fournir l'énergie, eh bien, il y a un lien extrêmement étroit entre l'activation de cette chaîne métabolique et la sensibilité à la chimiothérapie, et qu'en particulier, quand des patients ont, avant tout traitement, des mitochondries qui sont fortement activées, des voies
des voies de phosphorylation oxydative qui sont déjà très très activées, eh bien, statistiquement, ils vont répondre de manière défavorable à la chimiothérapie. Alors ça, ce sont vraiment des travaux qui sont en train de se faire, qui ne sont pas encore entièrement compris, mais qui sont relativement convergents pour dire que ces anomalies de fonction ou cette hyperactivité mitochondriale, dans le cadre de cette maladie, avec le traitement classique par anthracycline et aracétine, est un facteur important de la réponse, et il est possible que dans les années qui viennent, on arrive à élucider en fait les mécanismes associés à cette réponse. Voilà, écoutez, j'espère que ce cours vous a intéressé, et en tous les cas, on se retrouvera l'an prochain avec un thème que je n'ai pas encore identifié, mais qui sera probablement une suite des choses qu'on a commencé à voir cette année. Voilà, je vous remercie pour votre attention.